Bienvenue à vous sur T18 en ce long week-end de l'Ascension qui se termine. Chaque semaine, on décrypte ensemble ce monde des médias en pleine révolution. Au sommaire de cette 16e émission, elle baigne dans la politique depuis des années. Que fera-t-elle pour 2027? Les confidences toujours cash de l'éditorialiste politique de France Télé, Nathalie Saint-Cricq, dans un instant. Et puis, cette rencontre inattendue pour la journaliste avec le phénomène Sam Zira. Plus de 2 millions de jeunes le suivent sur YouTube, le créateur de contenu qui veut lancer un nouveau rendez-vous, un rendez-vous politique différent pour la présidentielle. Info, roco, décryptage, Pure Média L'Hebdo, c'est maintenant. Bienvenue sur T18, mais également sur Pure Média, le site de référence de l'actu des médias. Et tout au long de l'émission, vous réagissez comme d'habitude sur les réseaux sociaux, hashtag Pure Média L'Hebdo. Et notre journaliste expert média cette semaine à mes côtés, c'était évidemment Benjamin Rabier, le rédacteur en chef justement du site Pure Média. Salut Benjamin. Salut Virginie. Merci d'être avec nous. Et nous sommes heureux, très heureux d'accueillir en ce dimanche une journaliste, une éditorialiste politique de France Télé, très connue de tous, une journaliste toujours cash, et on va le vérifier aujourd'hui. Bonjour Nathalie Saint-Cricq. Bonjour. Merci d'être avec nous. Toujours cash un peu trop parfois peut-être ou pas? Disons que peut-être parfois je me laisse un peu aller. C'est-à-dire que quand j'avais peur, quand je commençais à faire de la télé, j'avais peur. Ouais. Je faisais vraiment attention à tout ce que je disais, même involontairement. J'étais même un petit peu empaillée. Et aux forces, depuis le temps, j'ai tendance à parler un peu comme dans la vie. Donc il faut que je me Vous la contrôle. reprochez? On me l'a reproché. C'est-à-dire, c'est à la Vraiment, fois des choses que les gens aussi. aiment bien, et Ouais. mais il y a une limite. C'est-à-dire, faut pas être vulgaire, faut mieux se tenir bien quand même. Et puis ça dépend de la nature des émissions. Donc je suis sous surveillance maintenant. Ma propre surveillance. On va le vérifier. Sur moi, qui est On va le vérifier aujourd'hui. contrôle. Restez cash quand même. On a plein de sujets à aborder avec vous, chère Nathalie, aujourd'hui. La nouvelle émission, évidemment, politique de France 2, les polémiques qui vont avec, le rapport à l'oncle aussi, et votre carrière, bien sûr. Et puis, on va vous présenter un phénomène des réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous le connaissez déjà. Il s'appelle Sam Zira. Il cartonne donc sur YouTube et il s'intéresse aussi à la politique. Ma chère Nathalie, d'abord, on va parler de vous et donc de votre carrière. Comment ça va? Alors, c'est pas juste une glace à la que je vous fais, si je vous dis Non, ça. Jusque-là, tout va bien. Ouais, jusque-là, tout va bien. Je vous pose cette question, Nathalie Saint-Cricq, parce que, regardez Télérama, vous dites « Mourir sur scène, très peu pour moi ». Paris Match aussi. C'est moins excitant. Je réfléchis à arrêter le journalisme politique. Vous avez vraiment envie d'arrêter? C'est un coup de blues, c'est un coup de stress? Non, c'est pas un coup de blues. C'est simplement que je crois que je précise après 2027. Donc je me laisse quand même ma dernière présidentielle. Mais j'éprouve pas le même plaisir que je pouvais avoir quand j'étais très jeune, être excitée les soirées électorales, à pas endormir à la nuit précédente en me demandant si c'était, je sais pas quoi. Mais pourquoi? Peut-être parce qu'il y a de l'usure. Et quand vous faites toujours la même chose au bout de la 18e campagne présidentielle, vous trouvez que c'est un peu la même chose? C'est vraiment l'usure parce que ça fait du temps que vous le faites, un certain temps que vous le faites, ou c'est plus parce que les figures politiques vous intéressent moins? Ah bah oui, il faut vous êtes cruel. Mais il est évident qu'il y a forcément une petite difficulté à avoir commencé avec le deuxième septennat de François Mitterrand, avoir connu, parce qu'ils étaient encore vivants, Jacques Chirac, Giscard, avoir pu avoir des échanges avec Pasqua, avec tous ces gens hauts en couleur, et Rocard, Jospin, et Juppé, qui sont vivants eux. Mais quelquefois, là, je trouve un peu le temps long. Vous voyez, regardez, on a justement des photos de ces grands débats, des photos légendaires. Regardez, par exemple, le débat Tapie-Le Pen. On est en 89, là, sur cette photo, un autre en 94 d'ailleurs. Par exemple, est-ce que vous vous souvenez déjà mais je me souviens très bien. Et je me souviens très bien de tout ça. Puis j'étais déjà à la rédac avec Amar quand c'est la fois où il avait sorti les grandes box. Ouais. Mais je me souviens de Bernard Tapie après, quand on a essayé de le faire revenir et qu'il a voulu se barrer pendant le journal de Pujadas. Comment vous l'avez récupéré d'ailleurs? Je suis allée courir derrière en lui disant Vraiment? Je t'en supplie, reviens, ça suffit. Puis il est revenu, mais c'était un. Juste en disant je t'en supplie, reviens, ça a suffi? Écoute, on a un homme politique aux 20h. Pujadas lui pose une question qui ne lui plaît pas et il dit je me barre.
Alors, à un moment donné, moi, mon bureau était à 5 mètres. Ils me disent, fais quelque chose. Alors, je ne me suis pas roulé par terre. Je lui ai dit, attends, tu ne peux pas faire ça. Parce qu'il tutoyait tout le monde, donc je le tutoyais également. Non, tu ne peux pas faire ça. Arrête, tu ne vas pas nous planter en partant tout d'un coup. Mais c'est ça que vous aimiez profondément aussi, c'est ce caractère fort, des débats enflammés en permanence. Les politiques sont plus fades aujourd'hui. Parce que vous savez, les deux événements que les gens préfèrent regarder à la télé, c'est d'abord le direct, c'est le foot et la politique. Pourquoi? Parce que le foot, il peut se passer un truc au dernier moment, à la dernière minute, il peut y avoir un événement, donc on attend toujours. Et la politique, c'est la même chose. C'est pour ça que je trouve que quand on a des personnages qui sont truculents, qui sont inattendus, et quand il se passe quelque chose, et il se passe toujours quelque chose avec des gens comme Tapi, Jean-Marie Le Pen, ou Marine Le Pen, ou Jean-Luc Mélenchon. Et c'est vrai que... On les aura peut-être, Le Pen et Mélenchon. Non, mais ça, je ne le souhaite pas du tout. Hein. Ah oui, c'est vrai? Vous n'avez pas envie de ce débat-là? Non, je veux dire, je ne peux pas considérer que la vie politique se résolve maintenant aux deux extrêmes et qu'il y ait un débat d'entre deux tours avec les deux extrêmes. Ça sera du catch, ça ne sera pas de la politique. Ça peut être un débat d'avant deux tours. Ça peut être totalement ça, mais moi, j'adorerais voir tous ces débats. Le problème, c'est qu'ils veulent de moins en moins débattre, si vous voulez, et que quelquefois, on nous dit, mais pourquoi vous n'organisez pas Mélenchon-Glucksmann? Oui. Parce que c'est au sein de la gauche que c'est intéressant, au sein de la droite, pour différencier Édouard Philippe de Gabriel Attal. Mais ils ne veulent pas. Donc ce n'est pas les journalistes qui sont idiots, c'est les politiques. À mon époque... Ils le sont? C'est les politiques qui sont idiots? À mon époque, on téléphonait, les gens étaient preneurs de débats. On n'avait pas de soucis. Mais quand ils ont compris que dans un débat, il y a un gagnant et un perdant, ils ne veulent plus. D'où la fuite vers les réseaux sociaux progressifs dont on va parler évidemment. Vers d'autres modes avec qui sont plus de la communication parfois que de l'information. Benjamin Rabier. Et vous l'avez dit, 2027, ce sera votre dernière campagne. Pourquoi cette dernière campagne? Alors pourquoi avoir... Ça va, parce que... Attendez, d'abord, il y a des gens plus jeunes. On ne va pas leur barrer l'accès aux médias parce qu'on considère que nous, on doit continuer jusqu'à 200 ans. Il y a un moment donné, moi, je fais des bouquins. Je fais des bouquins parce que j'aime ça. Je sors de mon univers de politique. Ça me prend du temps. Et je considère aussi que tout à l'heure, on va en parler. Un regard nouveau sur la politique, ça peut être intéressant. Si on se plaint que les jeunes ne votent pas, si on se plaint qu'il y a un certain nombre de gens qui se désintéressent de la politique, je crois qu'il faut leur apporter du sang neuf. Et nous, je ne vais pas dire nous les vieux, nous, ce qu'on peut apporter... On préfère faire d'autres choses. Non, mais ce qu'on peut apporter, c'est l'antériorité. C'est-à-dire que, si vous voulez, on est capable d'expliquer comment ça fonctionnait sous Mitterrand, éventuellement de dire on a eu ça avec Jacques Chirac. Donc on a une vision, on a le rétroprojecteur. Ouais, mais il faut laisser les gens de 25, 30 ans, 40 ans faire leur travail. Moi, on ne m'a pas empêché d'arriver et je ne vais pas faire ça aux autres. Vous parliez de votre bouquin, je cite le titre évidemment, La petite mère aux éditions de l'Observatoire, qui est un livre dont on parlera certainement tout à l'heure. Dans un instant, on va continuer de parler avec vous et notamment de la nouvelle émission politique qui va arriver sur France 2 pour la présidentielle. Et puis on accueillera ce fameux phénomène, on dit le phénomène, ce créateur de contenu, Sam Zira, star des réseaux sociaux et fan de politique. D'abord, 3 photos, ma chère Nathalie Saint-Cric, 3 moments forts de votre carrière pour mieux vous connaître. Vous nous direz si c'est un bon ou un mauvais souvenir, ou en tout cas, plus ou moins, en tout cas, les anecdotes qui vont avec. Première photo, on regarde. Voilà, nous sommes là le 26 avril 2012. Nicolas Sarkozy dans Des paroles et des actes. Alors, vous en avez pas mal parlé, hein, Nicolas Sarkozy, de vos liens, si je puis dire, avec lui, en tout cas de la relation que vous aviez en tant que journaliste, éditorialiste. C'était difficile les interviews avec lui? Ah oui, c'était difficile, parce que d'abord, vous aviez, quand il arrivait, dans la dramaturgie de l'émission, vous aviez une espèce de silence, on m'aurait entendu voler une mouche, parce qu'il y avait une tension chez les journalistes, dans le public aussi, et on se demandait ce qu'on allait se prendre, en gros. Parce qu'il avait une méthode, mais j'en ai parlé avec lui depuis, hein. Il affecte d'être étonné par le fait d'être étonné que j'ai pu dire que j'avais peur. C'est pas que j'avais pas une peur panique, mais je me disais, il instaure toujours une relation de pouvoir. C'est-à-dire que dans les 3-4 premières minutes, quand vous posez vos questions, il vous en pose une, à vous, en espérant que vous ne sachiez pas répondre. Oui. Donc, comme l'étendue des questions qu'il peut poser est très large. Ça peut forcément, être... Vous vous souvenez déjà du déficit du commerce extérieur en 1974, donc là, vous êtes là comme un imbécile. Et après, il a pris le pouvoir. Vous vous dites, mon Dieu, je suis passé pour une imbécile. Et il prend le pouvoir et il l'exerce. Bon, à cette époque-là, vous n'êtes pas à l'animation, à la présentation, mais enfin, effectivement, vous l'avez vu et vécu beaucoup par ailleurs. Il vous piégeait vraiment, hein, il cherchait ça, quand même, Nicolas Sarkozy. Non, mais il y avait toujours un truc. Moi, je me souviens, je lui ai montré une photo d'un congrès de l'Union des organisations islamiques de France. Et il me dit,
parce qu'aujourd'hui, disant, pourquoi vous avez accepté de parler devant un auditoire où il y avait les hommes d'un côté et les femmes de l'autre? C'est dans une émission en prime et tout. Et il dit, mais c'est comme ça, c'est pas ça le problème. Mais est-ce que vous vous souvenez pourquoi j'ai parlé là? Je lui dis, oui, vous aviez dit que vous n'acceptiez pas le voile sur les photos d'identité. Mais c'est pas une raison. Donc là, j'étais capable de répondre. Puis j'avais 74 fiches au cas où il m'aurait demandé un truc sur Chirac ou qu'il m'aurait planté sur la législation. Mais il le fait avec d'autres, hein, il l'a fait avec tout le monde. Et c'est une assez bonne méthode quand on veut déstabiliser un journaliste. Et formidablement excitant pour un journaliste aussi. Ah, puis lui, c'est... Deuxième, ouais. Voilà, Deuxième c'est- photo, Nathalie Saint-Cric, le 3 mai Ah, c'est 2017. l'air d'une andouille absolue. Voilà, bah, alors justement, non mais écoutez, franchement, vous dites le mot, c'est pas moi qui le dis, mais c'est vrai que ça a fait polémique parce qu'on vous a senti, effectivement, donc c'est le débat d'entre-deux tours Ouais. avec Marine Le Pen et Emmanuel Macron, et on vous a senti un peu, je sais pas, comme désabusé, un peu perdu dans ce monde-là. Même pour le plaisir, regardez-moi cette petite photo là qui sort. Ça en est- ça fait l'objet d'un mème. Déjà. On a tous les mêmes photos, hein, je vous la fais Ah, si vous voulez. non, mais attendez. Ouais, comment c'est passé? Alors, j'ai tendance à être grimacière. C'est-à-dire que depuis que je suis petite, même à l'école, ça m'a valu des problèmes. On voit en gros ce que je pense sur ma tête. Donc, j'ai beau essayer de me tenir bien. Là, on dirait qu'on sort tous du musée Grévin, c'est bien. Ou empaillé, je ne sais pas très bien. C'est l'effet français, C'est vous les- croyez ça? Non, c'est que simplement, à un moment donné, Jacu, mon voisin, Jacu Bizine, est malade ce soir-là. Donc il m'a dit, donc je me dis, il va falloir que je le soutienne parce qu'il est vraiment malade. Oui, il est un peu éteint, c'est vrai aussi. Non mais malheureux. Ouais. Bon. Et les deux, on nous prévient au début que de toute façon, ils vont se parler entre eux et que nous, en gros, on a une fonction de passe-plat. Mais c'est important ce que vous dites. Ça veut dire que tout est complètement controlé dès le départ. Vous avez très peu de Et finalement c'est de. contrôlé pas par une volonté politique de prise de contrôle Ouais. sur une émission, mais pour volonté d'égalité totale. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. On ne peut pas poser des questions qui seraient entre nous intelligentes. Les questions qui seraient intelligentes, c'est vous considérez, Emmanuel Macron, que le Code du travail est trop contraignant et qu'il faut d'une certaine manière alléger les règles de manière à ce que les entrepreneurs... Non. C'est est-ce que vous voulez réformer le Code du travail? Donc c'est beaucoup plus plat. Donc large. Et puis, il faut Ouais. que celui qui commence ne finisse pas et que celui qui finit commence la question d'après. À côté de ça, ils vous font une liste de thèmes qu'ils ont fixés entre eux. Ils s'en ont rien à foutre de celle en bas de la pile, si j'ose dire, parce que s'ils ont décidé de discuter entre Oui, eux, et donc après très peu de on latitude. entend « Ah, vous n'avez pas parlé d'environnement ». C'est ça. Ah, pourquoi ils se fichent complètement, ils disent ce qu'ils veulent, Ouais. et ils ne nous regardent pas. Et quand je fais cette tête-là, avec la coiffure en plus qui va avec, On a tout de suite, Nathalie. Troisième photo, on la découvre. On enchaîne, regardez. La une du rapport de Charles Alloncle, Voilà. le fameux rapport... Star is born. 5 mois. Pourquoi Star is born? C'est vrai qu'on en parlait peu de lui avant. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que ça a été un choc pour vous de comparaître. de comparaître déjà, et puis peut-être de lire, je pense que vous n'avez pas lu les 500 et quelques pages. Non, mais j'ai parcouru. rapport. Bah, ça a été un choc. Ouais. Non, parce que... Alors, il y a un petit côté... Comparaître déjà, difficile ou Oui, pas? non, mais c'est pas ça. C'est qu'il faut jurer, il faut prêter serment de ne pas mentir quand on va à la commission. Bon, je n'avais pas l'intention de mentir, mais c'est quand même il y a une petite solennité qui au début, on Pas se plus sent... mal, non? Oh, bah, non, mais c'est très bien. Ouais. Mais j'étais pas toute seule Mm. et je savais d'où viendraient les attaques. A priori, j'avais regardé les auditions des autres et je savais. Donc c'est pas spécialement impressionnant, même si au début on se dit voilà. Et après, ce que j'ai trouvé, je suis un peu la même attitude, la même opinion que Sébastien Lecornu, c'est que je trouve que c'est dommage que la commission d'enquête se soit focalisée sur un certain nombre de points qui ne me semblent pas essentiels, Oui. qu'on peut jeter en pâture aux gens en leur disant regardez les frais de bouche, alors que les frais de bouche, c'est aussi les frais des gens qui partent. Qui ont été très vite expliqués Reportage. d'ailleurs. Hein. Très vite expliqué, mais Ouais. malgré ça, et dans le rapport, on ne tient pas compte des explications en commission d'enquête. Ouais, C'est un peu un rapport qui aurait pu être fait avant les auditions. Et je trouve ça dommage aussi de jeter l'opprobre. C'est pas le côté confraternel, les journalistes se tiennent beaucoup, mais que j'ai entendu sur certaines chaînes dire en gros, on s'en met plein les poches pour que les gens qui nous regardent croient que c'est dans le service public qu'on est le mieux payé. Petit 1. Qu'on ne fait pas notre boulot. Je ne pense pas de moi, parce que moi, franchement... Vous en avez parlé très vite d'ailleurs de votre Burgot, salaire. Hein. Maryse Vous avez été Burgot, transparente. Agnès Varamian avant, Ouais. Stéphanie Pérez, j'en passe et des meilleurs. Là, je parle des femmes, Dorothée Lyrique qui partent au diable pendant 3 semaines, 1 mois en Ukraine, Martine Laroche-Joubert avant.
ces gens-là, ils servent à quelque chose. Donc, j'ai trouvé que c'était pas très... Alors évidemment, tout ça va peut-être laisser des traces auprès des salariés. C'est la grande inquiétude aujourd'hui. Le numéro 2 de France Télé, Stéphane Gomez, s'adressait à l'association des journalistes médias. Il disait ne pas pouvoir promettre l'absence d'un plan social à France Télé d'ici la présidentielle. C'est envisageable pour vous? Enfin, c'est quand même... Attendez, c'est envisageable. À partir du moment où on n'a pas un financement pérenne, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas forcément... C'est du temps long. L'information, on peut considérer que ce n'est pas du temps long. Mais si on engage des journalistes, on a besoin de caméramens, on a besoin... Regardez pour la fiction. Si vous commandez un film ou si vous commandez un téléfilm, Ouais. il faut l'écrire, il faut trouver le scénario, il faut le tourner, il faut le monter. C'est du travail sur 2 ans ou 3 ans. Donc si on ne sait pas d'une année sur l'autre quel est le budget dont on va disposer, et surtout, on a des mauvaises surprises, c'est-à-dire, ah, on va enlever 10%, ah, on va enlever 5%. Il y a un moment donné où, effectivement, il faudra probablement faire quelque chose. Donc c'est... Suite c'est du rapport sinistre, à hein. l'oncle, mercredi, une information est tombée. Le mercredi matin, Ouais. Marine Le Pen était invitée sur RTL. Elle a redit son envie de privatiser France Télévisions. Vous en pensez quoi, vous? Écoutez, j'ai interviewé l'autre jour un membre du RN qui est Laurent Giacobelli et qui nous disait, à cette question, Porte-parole du RN. Hein. voilà, qui nous disait il y aura plus d'impartialité. Et j'ai pas réussi à comprendre en quoi le fait d'avoir la propriété du service public, si on était racheté par un grand groupe, Ouais. je ne vois pas en quoi on serait une impartialité plus grande. Alors ça, j'ai pas compris. Deuxièmement, je pense C'est pas. même plus un risque d'ailleurs. Je pense que c'est Oui. plus risqué. Et deuxièmement, je ne vois pas la masse de pubs qu'il y aurait sur le marché. D'ailleurs, quand vous demandez à TF1, pendant les auditions, ils n'ont pas du tout envie qu'on soit privatisé. Et je ne vois pas donc quel serait le financement qu'on pourrait avoir. Donc je trouve ça aberrant économiquement et dangereux éthiquement. Parce qu'au début, on continuera à faire les obligations de service public. Alors après, qu'on fasse des choses mal, bien sûr. Oui, c'était l'intérêt aussi effectivement de cette commission Mais d'enquête. attendez, on n'était bien pas du entendu. tout buté à refuser Allez, on quoi que ce continue. soit. Nathalie Saint-Cric, invitée de Pure Média l'Hebdo aujourd'hui, ce dimanche. On va parler aussi de la nouvelle émission politique de France 2 pour la rentrée. C'est le retour de l'heure de vérité avec ce générique tellement mythique. Bah oui, forcément, générique Paul McCartney, hein, signé. Ouais. Et James Bond, on aime bien 007. On a les détails ou pas, cette émission? Oui, Virginie, ça reviendra en septembre sur France 2. Et c'est Caroline Roux qui va animer, avec elle 3 chroniqueurs, Benjamin Duhamel, Marc-Olivier Fogiel et un recrutement qui étonne, Eugénie Bastier. Qu'est-ce que vous pensez de ce recrutement, vous? Alors Nathalie attendez, déjà c'est mon fils, celui du milieu. Ah, déjà, Marc-Olivier il est grand, Fogiel. c'est mon fils. Donc si vous voulez, je ne vais pas commencer. Alors là, pour le coup, je serais vitupéré sur les réseaux sociaux. Donc mon fils, je trouve que c'est très bien. Fogiel, il a rien à prouver. Non, mais là, Eugénie Bastier, Bastier, c'était plus voilà. c'est Bastier une figure de Oui, CNews. oui, on qui- parle de Attendez, Bastier. Eugénie Forcément, ça Bastier. fait polémique. Elle a beaucoup critiqué Alors, le service public. D'abord, c'est un signe d'ouverture, je pense quand même. Pas pour faire plaisir à l'oncle, hein, mais parce qu'il n'y a pas de raison. Ouverture ou de fermeture, justement, d'idéologie? Non, parce qu'elle sera avec tout le monde, les gens pourront lui répondre. J'aime pas les procès d'intention, parce qu'on ne l'a pas vu à l'œuvre, c'est-à-dire posant des questions. Donc, à partir du moment où il y a elle, et puis je crois qu'il y aura... Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je crois qu'il y aura d'autres personnes aussi qui pourront, à l'occasion, intervenir. Donc, Juste ressortir une émission des placards comme l'heure de vérité. Ah, alors, non, mais Alors Mais écoutez, que c'est un petit côté vintage. dans les vieux Mais pauvres, je ne pense les pas que vieux ce fous. soit... De toute façon, vous savez, on peut toujours tout essayer. Et moi, j'ai vu dans toutes les émissions qu'on a pu faire depuis 10 ans ou 15 ans, on essaie les vrais gens. C'est-à-dire, vous mettez des politiques et vous prenez des vrais gens, Ouais. des vrais gens, enfin des gens, quoi, qui disent plus ou moins, qui engueulent les politiques ou qui leur disent OK. Au bout d'un moment, on se lasse avec les vrais gens. Après, on remet des journalistes ou des experts. Et puis après, le quinquennat suivant, on se dit qu'est-ce qu'on va inventer? On essaie sans arrêt d'attirer, avec, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un personnel politique qui est de moins en moins sexy et rock'n'roll. C'est vous qui le dites, moi je posais la question. Non, mais vous le pensez. Très bien que vous le pensez. Et donc là, on essaie de reprendre le code de l'heure de vérité, ce qui peut donner à faire un petit clin d'œil aux plus vieux. François-Henri de Virieux qui présente François-Henri de l'émission. Virieux. Ouais. Et à partir de là... Pourquoi pas, c'est ça. Oui, c'est nouveau, mais pourquoi pas. Bon. C'est du vintage qui va être remis à neuf avec plein de choses plus modernes dedans. Moi, je trouve ça marrant, je trouve que c'est une bonne idée. Mais je dis pas ça parce que je travaille On là-bas. va continuer je trouve. à parler aussi de politique avec un autre invité qui va nous rejoindre dans quelques instants. C'est le youtubeur Sam Zira, un phénomène des réseaux sociaux. Mais avant cela, ce sont les pures infos et c'est remixé par Thierry Dagiral.
Après M6 la semaine dernière, chaîne officielle de la Coupe du Monde, c'est RMC, la radio officielle, qui a présenté cette semaine son dispositif. Et son slogan, c'est la radio ouverte 35 heures sur 24. Pourquoi 35 heures sur 24 ? C'est parce qu'on va avoir une radio digitale H24 qui va couvrir toute la Coupe du Monde et on aura un dispositif RMC avec 18 heures jusqu'à 5 heures du matin chaque jour pour couvrir tous les matchs et faire les débats qui sont évidemment l'ADN d'RMC. Et le but, c'est de suivre tous les matchs qui vont se passer la nuit aux États-Unis, au Mexique et au Canada. 40 personnes sur place, dont Daniel Riolo. Eh bien, mon rôle, c'est celui maintenant que j'occupe depuis 20 ans maintenant dans l'after. C'est suivre l'événement, le raconter et débattre. À cela, il y aura aussi des journalistes de Brut sur place rachetés par CMA Média, mais pas le droit de diffuser des images, des rencontres, alors Brut prendra le pouls. C'est plutôt d'aller chercher, capter les belles histoires qu'il y a autour, de capter la ferveur populaire, tous les groupes de supporters qui vont venir, qui vont se retrouver autour des stades, les rencontres entre les différents pays. C'est ça qu'on va essayer de faire vivre durant toute cette compétition. Et la Coupe du Monde de foot, ça commence donc le 11 juin. Qu'est-ce qui se passe ici ? Bah, c'est lundi. 10%, le film, 6 ans après la fin de la série. Et voici les premières images. L'agence ASK a fermé, mais l'histoire continue. Et Andrea n'est plus agent de star, mais réalisatrice. On y retrouve Camille Cotin, bien sûr, Laure Calamy et tous les autres, avec en plus en guest Georges Clooney, mais aussi Laetitia Casta, Laurent Lafitte ou Eva Longoria. La sortie est prévue fin 2026 sur Netflix. Le magazine Challenge s'intéresse cette semaine au business Hugo Décrypte. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est celui qui informe principalement les moins de 35 ans. 20 millions d'abonnés à tous ses réseaux sociaux. Il est l'unique actionnaire de son entreprise qui emploie 42 salariés. Il fait, selon certaines sources, de 2 à 4 millions de bénéfices par an. L'enquête est fouillée avec des témoignages d'ex-salariés de politique, de gens de télé et aussi avec tous les tarifs des postes qu'il propose aux marques. Tout le système d'Hugo Travers, enfin décrypté. À demain pour une nouvelle vidéo. C'est moi, je vous sens un peu nerveux. Bingo pour avril. La fréquentation des salles de ciné a augmenté de plus de 35% le mois dernier par rapport à l'an dernier. 16 millions d'entrées grâce à Super Mario Galaxy. C'est une croûte. Grâce au biopic Michael. The Drama, enfin, juste une illusion, et Compostelle. Vous êtes 63 millions à avoir été au ciné depuis janvier. Allez, pour terminer, le retour le 1er juin à 18h30 de Tous en cuisine sur M6. Allez, on se lave les mains. C'est bien sûr Cyril Lignac aux manettes avec Jérôme Anthony. Et à quelques jours du lancement de la Coupe du Monde, ce sera un voyage culinaire autour des plats américains, canadiens et Mexique. Merci à vous tous pour votre fidélité. Enquête passionnante donc sur Hugo Décrypte dans Challenge. On en parle juste un petit mot sur la question parce que c'est créateur de contenu justement qui parle de politique. Est-ce que c'est une menace pour vous, journaliste Nathalie Saint-Cric ? Je pense qu'il ne faut jamais avoir peur de la concurrence. Normalement, elle est stimulante. Quand on commence à essayer de faire taire les gens qui sont soit aussi talentueux, soit plus talentueux que vous, ça veut dire qu'on est vraiment perdu. Donc pas du tout. Vous pensez que vous êtes au même niveau ? Ah, je me mets pas. Mais je ne parle pas de niveau, mais je trouve que tout ce qui peut être créé, tout ce qui peut être inventé, il y a quelque chose à prendre. Non seulement pour se réformer soi-même un peu, mais aussi pour se demander si on n'est pas dans l'erreur. Je veux dire, il y a plein de modes de communication, il y a plein de générations. On n'apprend pas l'information aujourd'hui comme on le faisait à l'époque de Théophraste Renaudot, quand on avait un journal à la crier dans les rues. Ça tombe bien, ma chère Nathalie, car nous allons recevoir donc le phénomène YouTube Sam Zira dans quelques minutes. Il a 2 millions d'abonnés sur YouTube. C'est un trentenaire qui vient de Montpellier. Il adore la politique et c'est le roi des interviews confessions. Regardez. Mais est-ce que, en étant surveillante pénitentiaire, ça pousse à devenir corrompu? On va dire que... c'est pas bien ce que je vais dire, mais on va dire que quelqu'un qui veut se faire de l'argent, malheureusement, c'est la facilité en étant sur un pénitentiaire. Là, tu fais l'homme normal. Non, mais il n'y a pas d'homme normal, ça n'existe pas, les hommes Pardon. normaux. Oui. Ça n'existe pas, les femmes normales. C'est Oui. toi qui mets une caractéristique d'homme qui doit se tenir d'une certaine façon et parler d'une certaine façon. Ok. Tu vois, dans le film, à un moment donné, c'est une sorte de scandale où on a l'impression que c'est l'alcool qui parle, c'est plus ta maman, c'est plus elle. Est-ce que c'était l'alcool qui t'éduquait? Est-ce que c'était ta maman qui t'éduquait? Bah, disons que j'ai vécu avec une mère qui était très anxiogène pour moi, voilà, qui n'était pas protectrice et que moi, je devais parfois protéger. Et bonjour Sam Zira. Bonjour, comment ça va? Mais très bien, et vous? Mais parfaitement, je suis ravie d'être avec vous. Mais toujours enjoué comme ça, Sam Zira? Mais il faut,
C'est Pourquoi il important. faut Mais c'est important, la vie est difficile. Travailler, c'est difficile dans la France de Macron. Aujourd'hui, suivre ses objectifs, c'est important. Il vaut mieux le Directement. faire avec le sourire. Il est en punchline sur la France de Macron tout de suite. Mais hein, oui, Nathalie mais Sacré. bon, On sent tout de suite l'effet réseaux sociaux. France peut-être après. Peut-être. On en reparlera. Vous en avez vu beaucoup et je suis très honoré d'être sur le même plateau. Mais que là, vous, non, d'ailleurs. pas honoré, s'il vous plaît. Là. Non. Animateur, producteur et surtout pas influenceur. Pourquoi vous refusez ce terme? Mais parce que je ne suis pas Vous n'influencez influenceur. personne? Non, c'est pas ça, c'est que je ne Les suis 2 millions pas qui vous regardent, ils ne influenceur. sont pas influencés? Les personnes qui vous regardent sont-elles influencées? J'ai fait la Probablement. technique Sarkozy. Vous avez vu? Non, mais je suis pas influenceur. Concrètement, factuellement, c'est pas mon métier. Mon métier, c'est de produire des émissions, d'écrire des émissions, de faire de l'édito, de les animer, voilà. Donc, mais je ne suis pas influenceur. Donc en fait, je produis, j'anime, donc je suis animateur et producteur en édition digitale. Et chef d'entreprise aussi. On parlait du Gros Décrypte. 42 salariés, combien chez vous? Actuellement, Oui. je suis tout seul. Ah, tout seul. Oui, actuellement, je suis tout seul au service édito. 4 millions de bénéfices chez Hugo Décrypte, combien chez vous? Pas les mêmes chez moi, mais je suis pas venu là pour souffrir. Mais non, mais pourquoi pas? Attends, parler de sous, c'est pas souffrir. Vous, votre chiffre d'affaires, c'est Non, c'est pas souffrir, mais c'est un problème, je trouve, J'aurais dû mettre en un autre France. pape C'est pour très ressembler à compliqué de Jordan parler Bellis. d'argent. Et ça fait partie des règles que je me suis posées, c'est de ne pas communiquer sur ce que je gagne, tout simplement. Si je peux me permettre, est-ce que c'est pas très old style, votre manière de réagir? Vous voulez faire de la politique en chaussettes, en tutoyant les invités dans un studio rose, etc. J'ai toujours eu un studio rose, j'ai toujours fait mes interviews en chaussettes. Je vais quand même Il aller. n'y a pas que des chaussettes, ça l'a dit. Je vais quand même aller au bout de ma phrase. Oui, je vous présente, mesdames, messieurs, économiste des médias. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire D'abord, bonjour. est-ce que ça suffit, les chaussettes, à inventer un concept d'émission, un format? Tout à l'heure, Nathalie Sacré parlait de l'heure de vérité. C'est une émission, effectivement, qui a eu quelques heures de vol, qui a tenu, etc. Est-ce qu'encore une fois, les chaussettes, ça renouvelle le style? Il Et parle puis, pas que de chaussettes, l'autre quand question, même. quand on parle d'hommes politiques, C'est un boomer, est-ce c'est que normal. vous êtes aimable, en plus C'est pas d'avoir une des insulte. chaussettes roses? C'est pas une insulte, c'est une blague. factuel. Ouais. Et donc, je vais quand même à la fin de ma question. Est-ce que, en tutoyant encore une fois, vous n'avez pas le sentiment que vous dégradez, vous abîmez l'homme, la parole et l'image de dirigeants dont Nathalie Sacré disait déjà tout à l'heure qu'ils n'ont pas toujours le même charisme et le même statut que Une réponse, ça Mitterrand, me dira. Rocard ou Chirac aujourd'hui? Il y a plein de pays dans lesquels le tutoiement n'existe pas. C'est juste you, par exemple, pour pouvoir s'adresser à quelqu'un Sauf d'autre. que ça existe en France. Et moi, je crois que le manque de respect, il est dans l'intention qu'on a quand Les on s'adresse. chaussettes, c'est pas un manque de respect. Par exemple, interviewer en chaussettes, à c'est pas un manque de quelqu'un. respect. Là, par exemple, je trouve que vous manquez un petit peu de respect à mes 11 ans de travail et mes 11 ans de création, parce que vous parliez du concept de Nathalie Loiseau, que je respecte beaucoup, d'ailleurs, pour son travail, pour sa pugnacité dans ses questions. Et là, je trouve que vous me Loiseau. manquez un Nathalie petit peu Saint-Cric de respect. Vous parlez de Nathalie Saint-Cric? Nathalie Saint-Cric, pardon. Oui. J'ai pas Excusez-moi. été tête de liste aux européennes. Oui, C'est vrai. Mais bon, elle était C'est un détail. intéressante aussi. Mais c'est un détail important. Oui. Le phénomène Sam Zira, je vous le présente en quelques mots. Vous vous souvenez forcément de Thierry Ardisson et de ses interviews. Oui. Je fais fiche hommage. Voilà, donc réponse courte. Vous avez la trentaine, mais vous ne voulez pas donner votre âge. Pourquoi? Non, parce que encore une fois, je trouve qu'on est tout le temps enfermé dans notre âge qui est censé nous définir. Alors, en tant qu'homme, j'ai la chance d'avoir moins ce problème que les femmes, qui elles sont enfermées beaucoup plus que les hommes et subissent beaucoup plus d'ailleurs que les hommes en télévision. Mais je sais pas, ça me gêne un petit peu de communiquer mon âge. J'ai pas envie d'être résumé à ça. Non, Je vous crois ne que pas et puis résumé à peur de ça, ni à vieillir. vos chaussettes Et j'ai d'ailleurs. peur de mourir. D'accord, très bien. Vous avez été vendeur dans les quelques-uns, hein. boutiques de luxe, mais viré pour avoir passé un casting pour une émission de télé-réalité, vrai? Viré, non. Humilié, oui. Pour avoir passé, non pas un casting de télé-réalité, mais pour avoir commencé mes créations de contenu sur YouTube à l'époque et mettre des montages qui ressemblent peut-être à des montages qu'un peu tout un chacun poste sur TikTok aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était vu comme quelque chose de très ovni. C'était pas industrialisé. Et ce qui est cool aujourd'hui était honteux à l'époque. Vous êtes fan de télé-réalité, des anges, à l'île de la Tentation, tout? Je suis pas fan de télé-réalité. Je suis fan de poser des questions aux protagonistes qui font de la télé-réalité. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai envie de les traiter tout simplement à leur juste valeur. J'ai envie d'essayer de leur poser des questions qui sont valorisantes. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la télé-réalité, c'était de la politique. Quand je parle avec des candidats de télé-réalité de sexisme, c'est de la politique. Quand je parle d'orientation, c'est de la politique. Quand je parle d'éducation, c'est de la politique. Et je trouve qu'il y a beaucoup de mépris de classe et il y a un certain snobisme envers cette forme.
Vous êtes passé quand même de la télé-réalité à la politique. Vous le dites vous-même, hein, d'ailleurs. Vous reliez tout à la politique aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait cette appétence pour la politique? Une influenceuse qui m'a mis sur les rails sans faire exprès, une célèbre candidate de télé-réalité influenceuse qui s'appelle Maëva Guénam, qui faisait une publicité pour le rajeunissement de son vagin. Et c'est le député du Parti socialiste Arthur Delaporte qui a repris son discours à l'Assemblée nationale au sein de l'hémicycle. Raison pour laquelle vous lui avez demandé de venir dans votre première émission. Exactement. Et il a accepté tout de suite? Il a accepté très rapidement. J'avais envie de lui donner la parole parce que j'ai trouvé que c'était extrêmement couillu alors qu'il avait été moqué. Mais au final, il parlait d'un sujet qui touche beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que j'ai pu réaliser ma première interview politique. Et par la suite, j'ai tellement kiffé l'exercice que j'avais envie de continuer. Quand vous entendez ça, Nathalie Saint-Cric, parler à la fois de politique, la relier avec la télé-réalité, est-ce que pour vous, c'est complètement incongru? Il y a plein de... Mais non. Il y a plein de façons de faire des interviews ou de politique. C'est qu'on peut se pencher sur l'angle intimiste pour essayer de les connaître. Ça m'est arrivé d'avoir dans des paroles et des actes, de me poser des questions relativement de proximité pour connaître les gens. Savoir que Jean-Luc Mélenchon était un rapatrié de l'Afrique du Nord, c'est intéressant. Savoir l'enfance de Macron qui se convertit au catholicisme à 12 ans, tout ça, je trouve ça intéressant. Après, la seule chose dont je me méfie, c'est que par définition, quand on fait de l'introspection, on rend les gens sympathiques et que, quelquefois, le côté sympathique et humain, dans leur souffrance, peut faire oublier leurs propos et leurs propositions. Et je me suis toujours dit comment on aurait fait, quand j'ai vu les premières émissions intimistes, comment on aurait fait si on avait été, alors c'est caricatural, mais en Allemagne en 1933, vous voyez, est-ce qu'on aurait fait venir Goebbels dans une émission lui disant alors, vous aimez les chiens? C'est passé avec Céline d'ailleurs, hein, dans les interviews. Voilà, alors c'est pour ça que je me mets, bon, là c'est une caricature ce que je dis, mais qu'il y ait des émissions programmes, qu'il y ait des émissions pour mieux connaître les gens. En fait, les politiques, ils voudraient être aimés, ils voudraient être connus, et ils veulent se montrer, ils cherchent tout pour qu'on les connaisse et qu'on les aime. Donc, aller faire un certain nombre d'interviews comme ça où on connaît mieux leur caractère, moi, je trouve que c'est pas un problème. Hein. Allez, on continue aujourd'hui avec notre émission média. Nathalie Saint-Cric, Sam Zira et bien sûr Benjamin Rabier et Philippe Bayet qui sont avec nous. C'est une émission média et donc on va décrypter ensemble le fait média de la semaine. Benjamin, le créateur de contenu Michou, embauché par M6 pour la Coupe du Monde de foot. Alors là aussi, ça fait beaucoup de bruit, cher Benjamin. Les créateurs de contenu très recherchés par les médias traditionnels. C'est simple, Virginie, ils sont partout. Si vous regardez à la télé, il y a des influenceurs partout. Hier encore, RMC Découverte retransmettait le tournoi de fléchettes XXL du Bouzeux à Lille. Je ne sais pas si vous avez regardé. Non, mais j'ai failli participer. Vraiment? Comment ça? Non. Ah oui, vous êtes capable de tout, Nathalie, alors on ne sait pas. La semaine prochaine, le 23 mai, Canal+ diffusera le Crunch Créateur de Diego Sartou à 21h. Et cette semaine, France 5 a annoncé une nouvelle collection documentaire incarnés par Hugo Décrypte. On les voit partout, dans Danse avec les stars, avec Juju Fitcat, Magla, Marcus, dans Les Traîtres, avec Jules, Juste Zoé, et même dans Les Enfoirés, avec McFly et Carlito. Puis prochainement, on va passer à un step supérieur, puisque l'atelier de Roxane va remplacer Mercotte à l'animation du meilleur pâtissier sur M6. Bon alors, une fois qu'on a fait ce constat, est-ce que c'est une bonne stratégie? Est-ce que ça va vraiment booster les audiences ou pas? Pour l'instant, c'est difficile à quantifier, évidemment, mais ce qui est sûr, c'est que les patrons de chaîne les veulent à tout prix. Leur but, c'est de rajeunir les audiences de la télévision qui, chaque année, vieillissent. Évidemment, le public vieillit. Et par exemple, ça a marché sur Danse avec les stars. La dernière saison diffusée il y a quelques semaines a signé sa meilleure saison sur les 25-49 ans, la cible privilégiée des annonceurs. On était quand même à 15 ans du programme, c'est plutôt une belle opération. Et le meilleur exemple de la télévision, c'est évidemment le GP Explorer de Squeezie. Oui, Squeezie. Cette programmation exceptionnelle a permis à France 2 de rajeunir massivement son audience. Le dimanche sur France 2, l'âge moyen d'un téléspectateur, c'est 62 ans. Devant l'événement, l'âge moyen, c'était 46 ans. Alors ma question est simple, Nathalie, Sam, est-ce que les influenceurs vont sauver la télé selon vous? Sam d'abord, ouais. Mais la télé, elle n'est pas morte, contrairement à tout ce que j'entends. Alors oui, c'est vrai, il y a beaucoup de jeunes qui ne regardent plus la télévision. Pour moi, c'est juste le canal qui a évolué. Il y a des synergies à créer, il y a des synergies singulières qui doivent être créées entre la vision et entre les réseaux sociaux. Je ne sais pas pourquoi, j'ai mon petit nez qui... Ça veut dire quoi, synergie? Vous avez peut-être un programme en tête, non, en ce moment? Moi, j'ai réfléchi, par exemple, pour les présidentielles 2027. Moi, je trouve que ce qui fonctionne, en tout cas, moi, ce qui me plaît, et je le vois autour de moi, ce qui fonctionne, c'est les rencontres métaversales. C'est quoi, mais les rencontres métaversales? Ça veut dire complètement incongru, justement. J'employais ce mot il y a quelques secondes. Oui, auquel
inattendues, singulières, auxquelles on ne s'attendrait pas forcément. Comme, je sais pas, Hélène Rollès qui chante avec John Legend au Japon et qui fait 45 milliards de vues. Elle est vue, Hélène Rollès, comme une actrice qui joue pas très bien et pourtant, là-bas, elle est érigée au rang de star et on n'aurait jamais imaginé ça en France. Qui, du coup, entre Hélène et qui? Hélène et John Legend. Ah oui, mais d'accord. Et vous, ce serait qui alors en 2027? Ce serait Sam Zira avec Nathalie Saint-Cric pour une interview commune, par exemple? Oui, c'est ça. Votre projet? Et pourquoi pas? Nathalie? Mais pourquoi pas? Non, ce que je sais pas, mais on peut faire plein de mélanges de gens. Moi, j'adorerais avoir des politiques qui discutent avec même un chant. Mais tout ça, ça peut cohabiter. C'est ça que je veux dire, c'est que les influenceurs, il ne faut pas pousser des cris d'orfraie en disant « Mon Dieu, c'est épouvantable ». C'est quelque chose qui arrive à un moment T, mais ça ne peut pas remplacer une interview sur la politique en Ukraine, sur la politique étrangère, sur l'OTAN. Ce sont des choses disjointes et que chacun fasse ce qu'il sait faire le mieux possible. Et c'est complémentaire. Mais de toute façon, il faut mieux accompagner le mouvement plutôt que de pousser des cris d'orfraie et garder ce que je vais dire sérieux, enfin ce qui peut être très grave, c'est-à-dire évidemment des prises de position sur la peine de mort. Vous voyez, c'est pas un influenceur qui aurait pu. Mais pas. Non, mais pourquoi pas, bien sûr. Là, je dis une bêtise, donc je me trompe. Mais il y a des sujets qui sont trop complexes pour qu'on puisse avoir simplement des avis. L'antavirus, par exemple. Mais on va pas développer tout de suite. En attendant, effectivement... les questions qu'on pose aux gens en disant vous, est-ce que vous avez peur? Est-ce que même sur la religion, j'ai envie de savoir ce qu'ils pensent les politiques. Vous voyez ce que je veux dire? On va en parler en quelques instants. On va regarder justement les interviews politiques que vous faites, samedi. Ça marche. Pour être un bon politique, Sophia Chikirou, est-ce qu'il faut avoir de bonnes punchlines aujourd'hui? C'est pas mal d'en avoir pour réussir à passer des idées ou des interprétations ou à résumer une pensée, etc. Donc c'est bien de pouvoir le faire spontanément. Je l'ai toujours dit, je préfère tenir la main de mon copain aujourd'hui à Hénin-Beaumont, qui est une ville Rassemblement national, plutôt que de faire cela peut-être dans le 93. Ouh, c'est hyper stigmatisant ça. Mais c'est la réalité. Est-ce que tu es allé dans le 93 te balader avec ton copain main dans la main? Je préfère pas essayer. Marine Tondelier, est-ce que tu crois en Dieu? Ça, c'est personnel. Ah bon? Ouais. Pourquoi c'est personnel? Parce que je considère que la laïcité est très importante. C'est trop stressant d'être député. C'est une charge mentale qui est lourde. Oui, parce qu'on se retrouve dans des situations... c'est l'histoire de France qu'on est en train de faire. Et on a la vie de 70 millions de personnes entre nos mains. Sentiment qu'on est plus en ambition intime de Karine Le Marchand que dans l'heure de vérité. Qu'est-ce que vous ressentez, vous? Mais moi, je ne partage pas ce même sentiment parce que quand... Vous voyez, c'était quelque chose qui n'était pas du tout prévu, ma réponse aux députés du Rassemblement national. C'est pas négatif quand je dis ambition. Ouais, C'est bien une sûr. très bonne émission. Bien sûr, mais je trouve que parfois, on obtient les meilleures réponses avec des questions simples. Et quand, face aux députés du Rassemblement national qui me dit « j'irai pas me balader avec mon copain main dans la main dans le 93 », je lui dis la question la plus simple du monde, est-ce que tu y es déjà allé? Et qui répond non, je crois qu'en fait, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Tout est dit, c'est ça? Tout est dit. Une réaction aussi, Nathalie Saint-Cric? Le fait qu'on ait parfois peut-être oublié, en posant des questions politiques, le bon sens, c'est-à-dire qu'on fasse des trucs quelquefois un peu perchés pour faire un numéro de claquettes très intelligent de politologue et qu'on ait oublié éventuellement les questions que les gens se posent, je pense que c'est non pas une bonne leçon de voir ça, mais je pense que c'est c'est un rappel quand même qu'on peut poser exactement la question dans les termes que les gens, qui intéressent les gens. Donc il faut que nous, on jargonne moins, que probablement on soit plus dans la vie. C'est une vraie remise en question. Quand on voit par exemple, pas... excusez-moi Nathalie, mais quand on voit Nicolas Sarkozy qui va par exemple chez Guillaume Pley dans Légende pour la sortie de son livre, c'est la seule interview qu'il accepte. Est-ce que là aussi, il n'y a pas vraiment une vraie transformation aussi? Enfin, alors, cela dit, il faut se calmer. Il y a une transformation dans les modes d'interview, il y a une transformation dans les interlocuteurs, et il y a aussi de la communication par rapport à l'information. Quand on choisit la personne qui vous pose des questions, quand on choisit d'émettre et non pas de se livrer à des questions, on a un produit qui est parfait, qui est mieux, qui est plus facile. Il ne faut pas mélanger tout. Je trouve qu'en ce moment, question moins piégeuse, c'est aussi ça? Évidemment. Vous ne pensez pas que les trucs ne sont pas dealés avant? Moi, je peux vous dire que on n'a jamais donné le quart du dixième du début d'une question à un politique. On donne les thèmes au mieux. C'est votre cas ou pas? C'est mon cas. Moi, je fonctionne comme ça. Je ne donne aucune question. Je refuse. J'applique la déontologie journalistique, bien que je ne sois pas journaliste. Mais est-ce que vous avez l'impression quand même de poser des questions qui sont justement piégeuses, en tout cas d'aller vraiment au fond des sujets? Ah oui, ça m'arrive. Ça m'arrive plus d'une fois. J'ai même cette réputation-là parfois. Mais c'est vrai que quand on me reçoit sur les médias institutionnels, généralement, on va essayer de me piéger sur mes chaussettes roses et pas sur mes bonnes questions.
Dans un instant, on va parler de YouTube avec Philippe Bailly, évidemment, qui est avec nous, mais aussi, toujours, Sam Zira, 3 photos, même d'ailleurs pour vous deux, 3 photos d'actualité qui vont vous faire, j'espère, réagir. Première photo, regardez, Gaspard G, le créateur de contenu, est recruté par TF1 pour parler sur TF1+. Ce sera un complément pour parler justement aux jeunes lors de la campagne présidentielle. Une réaction peut-être? Très pertinent, très intelligent de la part de TF1. Ils ont mis en place... termes de com ou en termes de contenu? En termes de contenu et en termes de com, ils ont mis un super partenariat en place. Pour vous, Nathalie? Oui, aussi, j'ai fait une émission l'autre jour. C'est très bien. Mais moi, c'est très bien. Alors là, quand je revois l'émission avec Jean-Luc Mélenchon, j'ai trouvé qu'elle était très gentille pour Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est pas aussi parce qu'on est jeune et qu'on a un ton, qu'on casse la baraque en termes de questionnement politique. Mais je pense que d'un point de vue de TF1 et de Gaspard, c'est une très bonne initiative. Benjamin? Et vous, Sam, alors en 2027, vous rêvez d'être sur TF1 aussi? Vous rêvez d'une chaîne? Moi, je fais pas mal de rendez-vous en ce moment avec des médias institutionnels, avec des acteurs du milieu pour essayer de créer un mariage qui soit... Dites pas institutionnel, s'il vous plaît. On passe pour des espèces d'ennuyeux, épouvantables. Mais non, mais c'est génial. Les médias institutionnels, c'est génial l'institution. Et pour moi, c'est la Pravda. Nathalie Saint-Cric, vous êtes une des meilleures journalistes politiques, selon moi. Et non, mais vous êtes une des meilleures journalistes politiques. Et je pense que si vous prenez cher souvent sur les réseaux sociaux, c'est justement parce que vous osez et vous avez des codes, peut-être même sans le savoir, mais en fait des réseaux sociaux et du langage de la rue aussi parfois. Voilà. Mais deuxième photo. Vous, Sam, vous avez des millions d'abonnés sur YouTube. Pourquoi vouloir faire de la télé? Est-ce que ça fait encore rêver les jeunes de faire de la télé? Pourquoi vouloir faire un partenariat avec TF1 pour 2027 alors que vous avez déjà 20 millions sur YouTube? Parce que 2027, c'est quand même un événement, c'est un enjeu particulier, important, et que tout le monde va et doit, j'espère, s'intéresser au futur de notre société. Allez, laissez-moi continuer avec mes photos, s'il vous plaît. Une réaction sur la deuxième photo. On redécouvre Thibaut InShape, donc premier youtubeur français payé par le gouvernement pour faire la promo auprès des jeunes pour le service universel, national universel. C'était en juillet 2019. Il faut un guide des bonnes conduites, à votre avis, une éthique aussi par rapport aux créateurs de contenu, Nathalie? Je pense qu'il ne faut pas tout de suite réagir en disant on va imposer une règle, on va réfléchir à la loi, c'est qu'un peu un raisonnement français. L'éthique quand même par rapport à tout ce que l'on propose. Après, je trouve que tous les progrès qui ont été faits en expliquant aux jeunes, aux plus fragiles, qui peuvent être des vieux aussi, que c'est de la promo et qu'en gros les gens sont payés pour dire le bien de quelque chose, ça c'est pas supportable. Mais d'ailleurs, il y a une réglementation qui commence quand on s'est retrouvé avec des gens qui avaient plus de dents, enfin quasiment, parce qu'ils s'étaient blanchis avec une cochonnerie en échange d'argent. Donc ça, c'était réglementé. Qu'on mette un panneau, ça apparaît clairement, voilà, et qu'on informe le public en leur disant qu'il faut faire attention. Ceux qui faisaient des placements et qui ont perdu de l'argent, évidemment. Mais je pense que ça, c'est relativement pas extrêmement compliqué. Et puis au boulot des journalistes, de dire aussi que Madame Intel habite au Qatar, à son domiciliation fiscale, à un endroit où on ne paie pas d'impôts, et que, en gros, voilà, parce que c'est pas parce qu'on est jeune et qu'on a l'air moderne qu'on n'est pas pourri. Allez, on continue. Troisième photo. Là, on découvre Jean-Luc Mélenchon face aux nouveaux médias. Les nouveaux médias, alors donc c'est les nouveaux influenceurs, effectivement, TikTok, Twitch, tous ceux qu'on connaît, que vous connaissez par cœur, évidemment, Sam Zira, parce qu'il dit, eh bien, les autres médias répercutent la parole dominante. Comment vous réagissez tous les deux? Est-ce que déjà c'est le sentiment que vous avez, vous? Que les autres médias répercutent la parole dominante? Les nouveaux médias? Non, justement. Les médias traditionnels, selon lui. Pas institutionnels. C'est pire encore, traditionnel. Pour moi, il n'y a pas de parole dominante. La parole, elle est partout. Et les réseaux sociaux sont devenus la nouvelle zone conversationnelle. Voilà, c'est notre nouvelle agora. Quand on veut être tranquille, autant communiquer soi-même avec des journalistes qui sont d'accord avec vous. Comme ça, on émet une parole qui n'est pas modifiée. On ne vous casse pas les pieds avec des questions qui vous dérangent. Vous réagissez sur ça peut être bien. Vous réagissez sur les réseaux sociaux, vous posez aussi toutes vos questions et j'espère que Nathalie Saint-Cric et Sam Zira, vous prendrez le temps après l'émission de répondre à ces fameuses questions sur le site de Pure Média. Et donc, qui dit nouveau média dit nouveau diffuseur. On va en parler justement avec Philippe Bailly. C'est son œil, l'œil de Philippe Bailly. On en est à une annonce par jour à peu près, mon cher Philippe, autour de YouTube et de la télé. Alors à la fin, franchement, on est tous perdus. Et du coup, il faut organiser, on va dire, il y a 3 niveaux. Il y a d'abord les transferts individuels. Benjamin a très bien décrit l'avalanche de youtubeurs qu'on retrouve aujourd'hui sur les chaînes. Ce qui est nouveau, c'est le mouvement inverse. C'est Claire Chazal, c'est Faustine Bollaert, c'est Jamie Gourmaud ou Samuel Etienne qu'on avait reçu, qui
vont et partent sur YouTube et montent leur chaîne. Ça, c'est le premier niveau. Là, deuxième niveau, les programmes. Oui, avec un exemple emblématique, celui de qui peut arrêter le train. D'un côté, un YouTuber méga star, Squeezie. De l'autre, le premier groupe de production mondiale, Banijay, qui rachète le format créé pour YouTube pour aller le vendre aux chaînes de télévision classiques et aux chaînes de télévision du monde entier. Ça, c'est vraiment l'aboutissement de la convergence au niveau des programmes. Le troisième niveau, donc c'est l'alliance de ces fameuses chaînes de télévision avec YouTube. Ouais, ça fait longtemps qu'elles y sont sur YouTube pour montrer des bandes annonces, des extraits. La nouveauté, ce sont les accords pour diffuser des programmes entiers. Alors, en Angleterre, la BBC, en Espagne, la RTVE, il y a quelques semaines, France Télévisions qui a annoncé ça. 20 000 heures de programmes pour France Télévisions qu'on va pouvoir voir maintenant sur YouTube. C'est pain béni pour YouTube qui cherche des contenus premium, des programmes premium. C'est pain béni aussi pour France Télévisions parce qu'à un moment où on le challenge sur sa légitimité, c'est l'opportunité d'aller au contact d'un public plus jeune et d'élargir son audience. Et pourquoi c'est pas la même chose, du coup, un deal TF1 Netflix et un deal France Télévisions YouTube? Parce que ça fonctionne quand les deux partenaires ont le même objectif. Ouais. Quand vous prenez France Télévisions et YouTube, France Télévisions cherche de l'audience pour des programmes qui majoritairement sont financés par les financements publics. YouTube est ravi, encore une fois, parce que ça lui apporte de l'audience et ça génère de la publicité. Ça marche aussi quand vous avez TF1 et Netflix, parce que le business de Netflix, c'est quand même globalement les abonnements. Le business de TF1, c'est l'audience pour faire de la pub. Donc là encore, ça matche bien. Là où ça marche plus, c'est quand les deux ont des choses différentes. TF1 et YouTube, qui tous les deux cherchent à développer de la pub. C'est pour ça qu'on reste aujourd'hui, quand on parle de TF1 et de Netflix, plutôt des camps opposés et avec des diffuseurs privés, puis on s'en arrêtera là, qui généralement en Europe sont plutôt team TF1 que team France Télévisions pour les groupes privés. Vous comprenez tout ce monde-là, vous, Nathalie, ou pas? Pas trop. Non, mais attendez, je ne vais pas aller faire... Un cours de rattrapage avec Philippe Bailly. J'écoute régulièrement, mais déjà, il fait un autre travail que moi, donc ça ne veut pas dire que je ne peux pas m'ouvrir, mais lui connaît vraiment de l'intérieur. Donc j'écoute, j'apprends, et c'est vrai que je suis plus dans mon monde, et que voilà, mais j'ai toujours le temps d'apprendre. Sam Zira, on a posé plein de questions à Nathalie Saint-Cric aujourd'hui. En tout cas, moi, j'en ai posé quand même pas mal. Est-ce qu'il y en a une, vous, l'intervieweur, vu que vous rencontrez aujourd'hui Nathalie Saint-Cric pour la première fois, même si vous l'avez regardée avant, est-ce qu'il y a une question que vous avez envie de lui poser, précisément? C'est votre moment. Oh là, j'en aurais plein. Mais je vais essayer d'en choisir une. Oui, vous pouvez, Nathalie Saint-Cric, vu de l'extérieur, avoir une image stricte, sévère, un peu dure parfois. Je confirme que dans les loges, enfin vraiment, votre énergie est juste adorable et que c'est un plaisir de papoter avec vous. Mais est-ce que c'est une image que vous avez développée pour survivre dans un milieu qui est quand même dit très masculin, le journalisme politique? En revanche, hein. Merci. Alors, j'ai toujours eu une tête plutôt à me foutre de la figure des gens. J'ai passé des oraux pour l'examen comme Jean Reyna, avec des fausses lunettes pour avoir l'air sérieuse. Donc je pense que peut-être j'ai réussi au bout d'un moment d'avoir l'air sérieuse et stricte, ce que je ne suis absolument pas dans la vie. Disons que je fais un panachage gêneux et que j'ai réussi à tenir strict pendant quelques temps et que maintenant le vieux fond de pas sérieux remonte. Le côté cash qu'on aime beaucoup remonte, et tant mieux. C'est pas forcément cash, je vais pas faire semblant de... Ouais, mais ça, on aime ça, Nathalie. Il y en a plein qui font ça me ouais, gonfle. ça fait un bien fou, la télévision. Plein de questions de téléspectateurs, évidemment. Des questions, j'espère, encore une fois, que vous allez pouvoir prendre le temps d'y répondre. Une ou deux, je vous pose maintenant, puisqu'il me reste une petite minute. Nathalie Saint-Cric, elle est pour vous, celle-ci. Est-ce que vous êtes une mère triste, puisque vous avez déclaré que vous ne souhaitiez pas que votre fils, Benjamin Duhamel, fasse votre métier? Non, je pensais qu'il pouvait faire mieux. Je suis une côté. Pourquoi il n'est pas bon sur BFM? Mais il est très bon à France Inter, il est très bon. Mais j'ai un côté mère juive, c'est-à-dire que j'aurais voulu. Puis vous savez, il y a une phrase de Sartre qui dit l'enfant se montre ce qu'on fait avec ses ressentiments. Bon, ou les trucs qu'on n'a pas réussi à faire. Moi, je voulais qu'il soit chirurgien, avocat ou chef d'orchestre. Mais on se fout de ce que les mères veulent. Il a fait ça, il est heureux, c'est très bien. Et le deuxième est heureux aussi. Donc je ne suis pas castratrice à ce point-là. Sam Zira, question pour vous. Vous dites ouvertement que vous n'êtes pas journaliste. Est-ce que vous avez le syndrome de l'imposteur ou est-ce que vous avez quelque chose à reprocher aux journalistes? Non, je suis juste factuel. J'ai pas fait les études de journalisme. J'aurais aimé les faire d'ailleurs, mais j'en ai fait d'autres. J'ai fait de l'art dramatique. Oui, il y a plein de formations qui se font aujourd'hui. Hein. Bien sûr, mais au quotidien, le fait est que depuis 11 ans, je fais des tâches assimilées
aux journalistes. Nathalie Saint-Cric, dernière question. Vous avez été grand reporter pour la 5 de Berlusconi. Quel est votre regard sur ces milliardaires qui dirigent les médias, de Vincent Bolloré, par exemple, à Mathieu Pigasse? Ça dépend, j'ai toujours trouvé... Et ça, il les dirige, donc fiche la paix. Bah oui, mais par exemple, sous Berlusconi, on faisait ce qu'on voulait. Enfin, moi, j'ai eu la période fin de Berlusconi, puis après, on a été racheté par Lagardère. Mais je peux vous assurer que dans le contenu des reportages, et je faisais déjà de la politique, j'ai toujours eu une paix royale. À partir du moment où ils ne se mêlent pas de ce qu'on fait, enfin, de contenu, en nous imposant des trucs, des invités, des trucs, une façon de... À partir du moment où on ne dit pas qu'on doit dire que la Russie, c'est un pays merveilleux et que les Ukrainiens, ce sont les agresseurs, en déformant la vérité toute la journée, si on est libre de faire notre boulot, voilà, c'est tout. Et que normalement, même si on possède un journal, on possède une chaîne de télé, il y a une déontologie à suivre. Autrement, on se demande bien pourquoi acheter un média. Alors, si c'est pour faire de l'influence, c'est-à-dire si c'est pour tenir et participer aux élections, de façon active, c'est très inquiétant. Normalement, un patron de presse, c'est pas ça. Sam Zira, dernière question. Je me permets, hein, j'avais dit la dernière, mais non, en fait j'ai envie. Dans une interview récente, vous évoquez votre mal-être, votre tristesse, une cocotte minute, vous dites-vous, en train d'exploser. Vous disiez même être sous antidépresseur. Pourquoi cette mise à nu? Pourquoi cette mise à nu? Parce que j'ai commencé les streams, parce que c'est du direct. Et comme le disait Nathalie, j'ai entendu avant que je débarque sur le plateau, le direct permet quelque chose de tout à fait particulier. C'est qu'on ne sait pas véritablement ce qui va se passer, même si on l'a prévu. Et en discutant en stream, donc en direct avec ma communauté, je n'avais pas prévu d'en parler, mais leur bienveillance m'a permis de m'ouvrir. Dans Pure Média Hebdo, chaque semaine, les conseils, les émissions, les programmes à ne surtout pas rater, ce sont les Pure Recos et c'est signé Thierry Dagiral. Trois recos cette semaine et pas une de plus. D'abord ce documentaire présenté hier à Cannes et il sera en salle juste demain et mardi. 30, c'est signé par Seb Lafrite, vidéaste dont la chaîne YouTube cumule plus de 5 millions d'abonnés. Un doc très intimiste où il revient sur son passage de 29 à 30 ans, un peu un carnet intime. Les amis, j'ai retrouvé une vidéo de moi qui s'adresse au Seb qui aura 30 ans. J'espère que tu te seras stabilisé dans tes choix, dans ton bordel de vie de merde là où tu fais tout et rien, donc du coup c'est galère. À découvrir donc demain et mardi au ciné. Trentenaire encore à partir de vendredi prochain sur la plateforme arte.tv. Ne ratez pas cela. On va danser et draguer, on va draguer à mort. Perfect Life, c'est la vie de trois trentenaires en pleine crise existentielle. Esther, Maria et Chris veulent s'inventer un nouveau destin. Les 2 saisons sont à voir sur Arte donc jusqu'à la fin de l'année. Enfin, ça arrive jeudi prochain sur HBO Max. I've been investigating him. You don't know Tom. Do you? Évaporé, disparu en français dans le texte, mini-série thriller avec notamment Karine Viard, une escapade romantique en France qui bascule quand disparaît un homme dans le train en direction de Marseille. 4 épisodes de 60 minutes à partir du 21 mai donc. Et c'est la fin de notre émission. Merci beaucoup Benjamin Rabier d'avoir été avec nous, Philippe Bailly également. Un plaisir de vous avoir comme toujours, Nathalie Saint-Cric sur France Télé et France Info TV. Et surtout le dernier roman, 3e roman, je sais qu'il y en a un 4e en préparation, 3e là, qu'on peut absolument acheter tout de suite dans toutes les bonnes librairies. La Petite Mère aux éditions de l'Observatoire, le talent de passer de Clémenceau à l'infanticide, c'est absolument extraordinaire. Je sais pas si c'est réussi, mais je ferai encore autre chose la prochaine fois. Sam Zira sur YouTube en toute intimité et bien sûr sur tous vos réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et je guette ce qui va se passer pour la suite là. L'émission est en replay sur notre chaîne YouTube Pure Média et sur t18.fr. Petite pause la semaine prochaine pour le week-end de la Pentecôte. Évidemment, on se retrouve le 31 mai avec un immense plaisir. Bon dimanche à vous. Ciao.